Bonjour à tous et merci d'être là. Aujourd'hui, avec Jacques Wall, on va vous présenter le burn-out et la vision ayurvédique du burn-out. Moi, je me présente, donc je suis Chantal Delanoë, thérapeute et praticienne en Ayurveda. J'ai commencé l'Ayurveda il y a plus de 15 ans. J'ai monté mon centre ayurvédique à Rennes il y a 10 ans, que j'ai dû laisser à cause du Covid. Et aujourd'hui, je fais des lives sur mon groupe Facebook favori qui s'appelle l'Ayurveda Pratique. Et donc, j'ai invité ce soir Jacques à nous parler du burn-out. Donc, Jacques, si tu veux bien d'abord te présenter, ensuite, on va pouvoir commencer à définir le burn-out. D'accord. Alors, Jacques Oal, certains d'entre vous me connaissent déjà, donc je suis praticien moi également depuis pas mal d'années maintenant et j'exerce à Villefranche-sur-Saône, donc pas très loin de Lyon. Voilà. Concernant le burn-out, j'en ai rencontré pas mal au cabinet ces dernières années et j'ai eu l'occasion de faire des conférences aussi avec plusieurs personnes qui ont vécu le burn-out et donc c'était intéressant de pouvoir échanger de manière concrète comment elles s'en sont sorties. Certaines même ont rechuté malheureusement. Mais voilà, c'était intéressant pour ça. Donc, je pense que j'ai quelques retours sur ces situations-là. Et grâce à l'Ayurveda, je pense qu'il y a des solutions, même s'il y en a d'autres par ailleurs. Mais l'Ayurveda, en tout cas, peut être d'une bonne aide. Alors, l'important, c'est d'abord de comprendre ce que c'est le burn-out et donner une définition. C'est une situation qui a été révélée dans les années 69-70, où on a commencé à en parler pour la première fois. L'OMS l'a décrit comme une situation de syndrome d'épuisement professionnel. C'est important, professionnel, de le dire, parce que j'ai l'impression, j'entends souvent des personnes dire « ouais, j'ai fait un burn-out, etc. » Mais en fait, elles confondent souvent, elles mélangent et c'est simplement parce qu'elles sont souvent dans des situations de dépression ou autre. On fera la distinction tout à l'heure. Alors, syndrome d'épuisement professionnel, c'est une fatigue intense, une forme de perte de contrôle de soi et d'incapacité à aller au bout de ce qu'on a décidé de faire dans son travail. Je parlais de dépression tout à l'heure. Voilà, c'est important de bien faire la distinction parce qu'à partir de là, l'approche même ayurvédique, elle sera différente. La différence d'une personne dépressive, c'est qu'elle est au courant de sa dépression. C'est qu'elle sait ce que c'est. Elle sait qu'elle est malade et qu'elle souffre de dépression. Celui qui souffre de burn-out n'est pas au courant. Il ne le sait pas parce qu'il n'y croit pas. Il nie. Il est dans la négation de sa situation. C'est la grande différence. Et souvent, en dépression également, le travail n'est pas forcément la cause. Il peut y avoir plein d'autres situations, familiales, économiques, etc., etc. Alors que le burn-out, lui, c'est essentiellement lié au travail. C'est le facteur principal. En dépression, souvent les personnes fabriquent trop de cortisol, qui est une hormone, alors que les personnes qui souffrent de burn-out, elles n'en produisent pas assez. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a vraiment une distinction dans les traitements, les soins, dans ce qu'on peut apporter, parce que cette différence, elle est essentielle. Voilà, pour ce qui est de la présentation du burn-out, de la dépression, etc. Maintenant, il s'agirait peut-être d'évoquer les signes d'un burn-out. des symptômes, etc. Ouais, Comment ça se traduit? c'est ça. Ça se traduit tout simplement par un sentiment de ne plus avoir des ressources émotionnelles, d'être complètement vidé. Souvent, je fais le parallèle avec un réservoir de carburant, d'essence dans un véhicule. Lorsqu'on est en burn-out, on n'est même plus sur la réserve, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réserve du tout. On est vraiment au bout du bout et là, on s'écroule, on tombe. J'ai connu des cas, enfin, on m'a parlé de cas où les personnes sont carrément
tombé du jour au lendemain, tout se passait bien, tout avait l'air d'être parfait dans leur vie professionnelle ou autre. Et un bon matin, eh ben, elles ne pouvaient même plus se relever de leur lit tellement elles étaient cuites, quoi. Il faut vraiment le dire. Euh, j'ai connu une personne, un jeune commercial qui avait été envoyé en Thaïlande, je crois, pour traiter des marchés. Et qui, le jour d'une balade entre deux contrats là-bas en Thaïlande, il a fait une petite promenade sur une pirogue. Il s'est assis sur la pirogue et en l'espace de quelques minutes, il est tombé dans la pirogue, il est resté couché et il n'a plus pu se relever. Il était complètement HS, incapable. Voilà, c'est un des signes vraiment assez forts du burn-out. Alors, il y a bien sûr, il y a d'autres signes, hein, la manque de confiance en soi, puisqu'on n'y croit plus. On se sent beaucoup moins efficace. On devient insensible à tout ce qui nous entoure, puisqu'on ne répond plus aux sollicitations, aux demandes, on n'écoute plus son entourage professionnel, mais aussi familial. Hein, tous les signaux qu'on dit, il faut faire attention, occupe-toi de toi, prends soin de toi, travaille un petit peu moins, etc. Tout ça, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute plus parce qu'on n'y croit pas. Alors derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on en arrive à ce stade? Eh bien, c'est une forme de... pourquoi c'est lié à l'activité professionnelle? Mais parce que souvent, on nous demande de trop. On demande d'être compétitif, d'être agressif, d'être le premier, d'être le meilleur, d'avoir des résultats, de faire du chiffre, etc. Alors souvent, c'est combiné avec certaines problématiques familiales, lorsque, par exemple, on a des crédits, maisons, des voitures, on a des enfants, etc., et qu'on a besoin de moyens, bien sûr. On a tendance parfois même, en se croyant arrivé, en se croyant dans une situation professionnelle intéressante financièrement, eh bien, on va un peu trop loin dans le consumérisme et à un moment donné, on se dit on n'a plus le choix, on est pris à la gorge, on est obligé d'avoir des résultats, obligé de travailler, etc. Tous ces besoins-là, en fait, nous amènent à rentrer progressivement dans le burn-out. Alors, à travers cela, vous avez compris, ça va toucher essentiellement des personnes Pitta, même si les Vata, les Kapha aussi peuvent l'être forcément, mais au départ, les premiers touchés, c'est quand même les Pitta. Pourquoi? Parce que ils sont tellement pris dans leur activité, ils y mettent tellement de foi, tellement d'envie, ils ont envie de réussir, d'être les premiers, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, ils ont le feu en eux, surtout les jeunes loups, comme on dit, hein, ça touchera beaucoup moins les anciens, bien sûr, parce qu'ils ont plus de recul. Mais les jeunes, dans les startups par exemple, ou les employés dans les entreprises qui sont en pleine dynamique et qui ont un peu des responsabilités, c'est les premiers qui risquent d'être touchés. Parmi les autres symptômes, bien sûr, il y a l'incapacité de prendre des décisions fermes. Du coup, cela développe quoi? Des formes d'anxiété, de panique, puisqu'on ne sait plus répondre à des besoins. Une perte de mémoire, ça aussi, ça peut se trouver dans des formes plus ou moins élaborées, plus ou moins fortes. Des prises de panique, on s'énerve facilement, on s'irrite facilement, d'où des problématiques aussi au sein de la famille, même si l'origine est l'activité professionnelle. Bref, on devient plus agressif, on se méfie de tout, on se sent en insécurité. Tous ces éléments-là nous amènent progressivement à tomber dans cette situation de burn-out. Il ne faut pas oublier qu'on peut aussi, certaines personnes peuvent attraper des formes de phobies passagères, bien sûr, mais des phobies comme l'hypocondrie, par exemple, des phobies sociales, la claustrophobie. Tout ça, ce sont des symptômes intéressants à traiter par la suite et qu'il ne faut pas négliger. Voilà grosso modo les symptômes. Alors, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, sur cette première partie des symptômes. Oui, je veux bien rajouter un truc. Souvent, les personnes qui ont du mal à dire non,
et qui disent souvent oui, en fait, à tout ce qu'on leur demande, peuvent être aussi assez impactés. Les personnes, les mamans aussi qui sont seules avec leurs enfants et qui ont aussi un travail, enfin, un travail qui leur demande pas mal de responsabilités. Tout ça fait qu'elles sont surchargées mentalement et elles peuvent justement aller jusqu'à l'épuisement, le burn-out, quoi. Il y a les personnes aussi fragiles, je vois, fragiles au niveau émotionnel, qui peuvent être, qui ont eu par exemple un passé, avec une famille dysfonctionnelle par exemple et qui se retrouvent dans un schéma, dysfonctionnel aussi avec un conjoint qui est pas forcément très compréhensif, hem, ou en tout cas qui ne tient pas compte forcément de la sensibilité de l'autre et ou qui n'arrive pas à gérer ça tout simplement, hein, donc du coup, cette personne va se laisser, très vite, submerger, et donc ça va lui donner un état de confusion assez extrême qui peut éventuellement la pousser à avoir, à faire ce burn-out quoi, au bout d'un moment. Moi, je peux parler de mon cas particulier puisque effectivement l'année dernière, j'ai fait un burn-out, j'ai senti je l'ai pas senti venir, je pensais vraiment pas. Alors je suis Pita, hein, donc effectivement, voilà, je rentre dans cette catégorie de gens qui apprécient les défis, qui apprécient effectivement pousser les limites le plus loin possible et malheureusement, l'année dernière, ça a été un peu trop. J'ai quitté mes enfants pour rejoindre mon compagnon. J'ai, quitté mon emploi, enfin j'ai dû, quitter enfin mettre la clé sous la porte de mon centre ayurvédique que j'avais monté il y a 10 ans. J'ai dû, en même temps, trouver un autre travail, alimentaire, pour pouvoir avoir suffisamment de ressources financières pour pouvoir vivre. Et donc je me suis lancée enfin j'ai bossé, pour, une société de service à la personne. Donc et en même temps, je me suis dit: «Bon, avec les heures qui me restent», puisque c'était des heures un peu partagées, enfin alternées, c'est-à-dire que je travaillais un peu le matin, un peu l'après-midi et donc entre, ces moments-là, j'avais du temps de libre et donc je voulais disposer de ce temps-là pour pouvoir quand même malgré tout, monter mon programme en ligne. Et donc tout ça a fait qu'au bout d'un moment, alors mon compagnon a recommencé à travailler, était très tendu, très stressé et donc du coup, tout ça a fait qu'il a fallu que je cumule plein de choses en même temps et a fait qu'à la fin, fin d'année, début de l'année dernière, je me suis vue un matin, j'ai pas réussi du tout à me lever, quoi. Mais impossible de me lever. Je n'y arrivais pas. Impossible de lever même le bras. C'était un truc, mais jamais je me serais, sentie comme ça, quoi. Mais vraiment, j'en pouvais plus, quoi. J'arrivais plus à me lever. Et ensuite, quand enfin j'ai réussi à me lever et puis je voulais partir pour aller voir mes enfants à Rennes, donc j'ai voulu prendre la voiture et là, c'est la voiture qui a pas voulu démarrer et pourtant la voiture était neuve. Là, c'est dingue, quoi. Comme quoi, hein, quand il y a quelque chose qui ne doit pas se faire, ça ne se fait pas, quoi. Et donc la batterie de la voiture, elle était HS. Enfin voilà, la voiture ne démarrait pas, quoi. Et donc voilà, c'est un petit truc comme ça que je voulais, bon, un exemple que je voulais vous donner. Bon, par la suite, j'ai pu, rentrer chez moi, j'ai pu me reposer, reprendre du poil de la bête, voilà, j'ai repris ma pratique de l'ayurveda et du yoga, régulière. J'appelle ça mon film parce que c'est footing, yoga, méditation. Donc voilà, j'ai repris mon film et à force de faire ça tous les jours, au bout d'un moment, ça a été beaucoup mieux, quoi.
Voilà. Donc, du coup, là, on va passer à la vision ayurvédique de burn-out. Et là, je te laisse parler. Très bien. Alors, voilà, tout s'accorde à dire que les agents précurseurs du burn-out sont la fatigue, bien sûr, le stress, etc. Tout ça, ce sont des signes avant-coureurs du burn-out. Et on considère donc, selon l'Ayurveda, qu'il y a une dissociation de coordination entre le corps et l'esprit. À partir de là, bon, on s'installe donc dans un stress mental qui perturbe tous les systèmes nerveux et l'ensemble du corps. Et cela va nous emmener jusqu'à l'épuisement. Alors, cet état de burn-out, il résulte d'un déséquilibre de trois fonctions principales. C'est d'abord la fonction mentale, qu'on appelle le DHI, hein, DHI, l'apprentissage, Dritti, et la rétention, Smriti. Voilà, ces trois fonctions principales étant complètement fonctionnant de manière anarchique de par leur déséquilibre, de par ce stress mental, par le stimulus qu'a créé cet esprit dans la négation, on n'est plus capable de traiter, d'occuper les tâches quotidiennes qu'on a à faire. Donc, toute la production baisse, forcément, c'est-à-dire la qualité du travail, etc. Dans le Charaka, il est précisé que cela, on appelle ça en fait la mauvaise utilisation de l'intellect. Hein. C'est comme ça qu'on le trouve en français, c'est le Prajnaparda. Ce qui fait que ce principe-là, le fait de ne plus utiliser son intelligence avec efficacité, fait qu'on perd de vue le but de la vie. Le but de la vie, c'est quoi? C'est le bonheur de tout un chacun. Hein. Mais si par exemple, vous sortez sous la pluie sans parapluie ou sans être couvert, c'est une mauvaise utilisation de votre intelligence parce que derrière, ben, vous pouvez prendre froid, vous pouvez attraper la crève ou autre chose. Voilà un exemple. Ça veut dire qu'il vous manque du prana. Première des étapes, c'est un manque de prana. Par la suite, toutes ces dispersions mentales que je vous disais, ces dysfonctionnements des trois principales fonctions mentales, qui est l'apprentissage, la rétention et la mémoire, elles vont entraîner quoi? Donc, baisse du prana, bien sûr, mais également, ça va perturber les sous-doshas de Vata. On va trouver là Vyanavata, hein, qui est le sous-dosha qui est localisé au niveau du cœur, qui concerne la circulation de l'ensemble de l'énergie. Tout cela sont perturbés simultanément avec la baisse du prana. On va aussi toucher Sadakapita, qui lui va concerner plutôt c'est le sous-dosha de Pitta, qui va concerner plutôt les émotions, entre autres. Et tout ça va se perdre. On va aussi arriver avec Kapha, là aussi, en fait, les trois doshas sont touchés à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ça? Eh bien, lorsqu'on est cuit, c'est le cas de le dire à ce moment-là, il faut d'abord prendre du recul sur tout ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est touché par un burn-out, tout seul, il ne peut pas s'en sortir. Il a besoin d'un accompagnement. C'est la première des choses. Pourquoi? Parce qu'il n'en est pas conscient, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment faire, etc. Parce qu'il n'y a plus de réserve. Il y a le réservoir de carburant, il est tellement vide qu'il n'a plus la force de penser, de réfléchir et d'agir. Donc, c'est à l'accompagnant de lui apporter l'aide pour lui permettre de s'en sortir. Donc, en Ayurveda, on préconise la première des choses, vraiment un éloignement du cadre
dans lesquels vivait la personne. C'est-à-dire autant du cadre familial que le cadre professionnel. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça peut être éventuellement, dans un premier temps, un panchakarma, hein, mais ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Il faut vraiment personnaliser, prendre pas par cas le soin et l'accompagnement. Mais simplement un isolement, sortir la personne de son cadre familial et professionnel pour qu'il puisse récupérer une partie de ses réserves. C'est la première des choses à faire. Pourquoi? Parce que l'environnement familial, il va lui être plutôt défavorable, parce que tout le monde va y mettre son grain de sel, tout le monde va vouloir apporter des solutions, il faut que tu bouges, il ne faut pas se laisser faire, etc. Ce n'est pas une dépression, hein. Encore une fois, il faut bien faire le distinguo. Le cadre professionnel, pourquoi? Parce que c'est lui qui est le créateur du burn-out, c'est lui qui est partiellement le responsable. Donc, il faut le dégager aussi de cette situation. Donc, bien sûr, ça sous-entend soit une mise à disposition, soit simplement provisoirement une année sabbatique, des choses comme ça, soit éventuellement penser à une reconversion. Parce que si vous êtes arrivé au burn-out, c'est parce que peut-être le travail ne vous convenait pas. Vous aviez besoin d'une situation, d'un travail alimentaire peut-être, ou parce que vous êtes fourvoyé dans le choix de votre activité. Et donc peut-être il faut vraiment penser à autre chose. Donc cet éloignement vous permet de vous retrouver face à vous-même, avec vous-même. Et à partir de là, on va pouvoir entamer tout un processus de soins, d'accompagnement, dans lequel on va trouver tout un ensemble de pratiques qu'on va retrouver dans un panchakarma, par exemple, hein. C'est bien sûr les soins en phyto, un soin psycho, des soins par des activités physiques, d'abord toujours très légères, très modérées, hein. La méditation, par exemple, c'est un élément indispensable pour calmer, pour modérer et pour prendre conscience de ce qu'on est, où on en est face à la société dans laquelle on vit. Le yoga, bien sûr, en fait partie aussi, et bien d'autres procédures de soins pour retrouver un petit peu cette perte d'énergie, donc de prana, et de rééquilibrer tous les doshas qui ont été perturbés. Voilà, tu as quelque chose à rajouter là-dessus, sur cette première partie? Non, non, je trouve que c'est déjà très Déjà très pas riche, mal. ce que tu as dit, c'est déjà bien, hein. Mmh. Ce qui serait peut-être pas mal, tu as parlé des doshas qui étaient impactés. Est-ce Mmh. que tu pourrais peut-être nous parler un peu plus des dhatus et éventuellement des shrotas qui sont impactés aussi dans... Oui, alors forcément, quand les trois doshas sont impactés, ça a une incidence forcément sur l'ensemble des dhatus, c'est-à-dire que la plupart de nos tissus ne sont plus nourris correctement, puisque souvent, quand on est dans cette situation-là, on commence par manger un peu n'importe quoi, vite fait, parce qu'on n'a pas le temps, on est pressé, parce que l'heure c'est l'heure, le matin on se lève, on boit son café vite fait et on part au boulot. À midi, on va vite au restaurant, c'est vite un McDo peut-être, ou alors juste un petit truc, un sandwich rapide. Voilà tous ces éléments qui vont entraîner, bien sûr, un feu digestif complètement amorphe, affaibli, qui n'a plus sa fonction de transformation, de métaboliser ce qu'on ingère, qui n'est déjà pas de bonne qualité au départ, mais qui par la suite va entraîner, comme vous le savez, puisque c'est un enchaînement en cascade de la nourriture des 7 dhatus, c'est pour ça que c'est l'ensemble de notre métabolisme qui sera en situation de dysfonctionnement. Donc dans ce cas de figure, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du panchakarma, c'est indispensable d'abord de retrouver un équilibre alimentaire, bien sûr, et puis de reprendre doucement des forces à travers l'alimentation et toutes les activités que l'on passe à côté. Il s'agit de nettoyer d'abord tout ce qui a été en dysfonctionnement, tout ce qui a généré des toxines qui n'ont pas été cramées, brûlées, éliminées par les émonctoires.
voilà, et de ramener une bonne nourriture. Donc, ça peut passer, par exemple, simplement par des formes de monodiète, hein, pour laisser reposer vraiment tout notre système digestif afin qu'il puisse de nouveau métaboliser correctement en augmentant le fait digestif tout ce que l'on ingère et tout ce qui va se transformer partiellement en énergie. La spiritualité, on l'oublie trop souvent aussi, elle est très importante aussi dans le schéma de guérison. Pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est quoi? C'est croire en quelque chose. Donc, il va falloir croire aussi en la possibilité de revenir, la possibilité de se guérir, de se soigner. Ça peut parfois mettre du temps, des mois, voire parfois pas quelques années, mais on peut aller jusqu'à 1 an, voire parfois plus. Mais en règle générale, un burn-out, lorsqu'il est pris à temps et avec des gens compétents, en quelques mois, on peut s'en sortir. Ce qui n'est pas le cas avec une dépression qui peut durer parfois plusieurs années. Oui, puis ça dépend aussi du caractère de chic de la personne aussi. Parce que quelqu'un qui a du kapha, il mettra beaucoup plus de temps que quelqu'un qui est pitta ou vata. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais, il faut absolument personnaliser chaque accompagnement. C'est essentiel parce que entre l'une ou l'autre des personnes, on ne proposera pas les mêmes techniques et les mêmes pratiques. Voilà, donc il faut toujours. Mais ça, c'est un concept que tous les praticiens admettent et connaissent maintenant. C'est le principe de base d'ailleurs de l'Ayurveda, hein. Voilà, nous sommes 7 milliards, mais 7 milliards d'êtres différents sur Terre, hein. Donc, tu as parlé de quelques mesures préventives et quelques traitements. Maintenant, c'est vrai que je trouve que déjà, ne serait-ce qu'adopter une pratique régulière de la dinacharya et aussi de cette pensée sadique, je dirais, par le biais de la méditation et du pranayama, peut aider grandement chacun à éviter justement le, le burn-out. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, tout à fait, hein. Tout à fait, il faut aller un peu dans ce sens-là. Euh, les, Encore une fois, les personnes qui sont sujettes au burn-out ne peuvent pas s'en sortir tout seuls, hein. Donc il faut vraiment être accompagné. Ça, c'est une priorité. Donc, la dinacharya, par exemple, c'est une très bonne idée parce que essayer d'installer des rituels dans la vie d'une personne de burn-outien, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que ça va lui donner un cadre. Et un cadre, c'est important puisqu'il n'en avait plus auparavant. Et il a perdu toute forme de discernement. Donc le cadre est intéressant, et puis le fait de ritualiser, eh ben, ça va occuper son mental aussi, puisque le mental est partiellement affaibli. Donc ça va l'occuper, et puis il sera beaucoup plus dans le moment présent, et puis il le fera en conscience, c'est-à-dire que tous les actes qu'il va mettre en place seront faits en conscience. Donc voilà une idée première à mettre en place, et parfois, je ne dirais pas que c'est suffisant, mais c'est une étape très, très importante. Voilà. La régularisation de son style de vie, comment dire, Être discipliné, discipliné, mais régulier aussi dans les horaires, c'est ça. c'est-à-dire suivre vraiment le cycle circadien avec les étapes Vata, Pitta et Kapha dans la journée et dans la nuit. Donc, c'est une partie de cette régulation aussi. Encore une fois, ça lui donne un cadre, bien sûr.
Sur l'alimentation aussi, bien sûr, en respectant le rituel des repas. Alors, ça peut être 1, 2, 3, voire 4, suivant qu'ils soient Vata, Pitta, Kapha. Je parle des repas, hein, bien sûr. Voilà, c'est toute cette routine qu'il faut mettre en place du soir au matin. Respecter aussi, ce qu'on oublie trop souvent, les rituels saisonniers aussi, hein. Il y a la dinacharya, mais c'est la rucharya, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux saisons. C'est important aussi. Et puis, et ensuite, on va y adjoindre, bien sûr, tout ce qui est toute la phyto. Hein. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie des soins qu'on peut y apporter. Donc la pratique régulière du yoga, tout ce qui sert à occuper le mental, à irriguer le mental, à nourrir le mental pour lui permettre de reprendre ses forces avec conscience et non pas se laisser faire. Parce qu'au départ, ce sont des personnes qui souvent se laissent faire parce qu'ils n'ont plus conscience de rien. Hein. Donc dès qu'ils reprennent un petit peu d'énergie, à partir de là, ils peuvent travailler beaucoup plus facilement. Alors dans les plantes, en phyto. Je voulais juste rajouter un truc qui me paraît mais vraiment essentiel, hein, et qu'on perd souvent de vue, nous les Occidentaux, beaucoup moins en Inde, mais beaucoup plus nous les Occidentaux, c'est en fait le fait de se faire du bien, mais de se faire vraiment, de prendre plaisir à se faire du bien. De mettre de la douceur en fait dans tout ce qu'on fait. De la présence, c'est évident, de la conscience, mais surtout de la douceur. Parce que la plupart des pittas, en général, j'en fais partie. Tu vas me dire, Jacques, aussi, ce que tu en penses. Mais c'est vrai qu'on passe souvent en force. On veut absolument faire tout ce qu'on a dit dans le temps imparti qu'on s'est donné. Et on ne va pas forcément s'écouter. Enfin, on va s'écouter, mais en même temps, on ne va pas donner cours à ce qu'on ressent ni ce qu'on entend de nous-mêmes. Tu vois ? Et ce qui fait que du coup, on a cette propension à passer au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre essence même, finalement. Alors que notre essence, elle est juste plaisante, elle est juste... je suis désolée, il y a mes chats qui se baladent à côté, ça fait du bruit. Mais en fait, notre essence, c'est vraiment juste de la joie, quoi. De la joie, du bonheur, de l'amour, de la douceur. Et c'est vrai que si on ne met pas de la joie, du jeu et de la douceur dans ce qu'on fait, bah forcément, on passe à côté de beaucoup de choses. Oui. Et on passe à côté surtout de l'essence même de la vie, quoi, finalement. Donc, dans tout ce que tu as décrit, là, la dinacharya, que ce soit la dinacharya, que ce soit la cuisine, que ce soit les plantes, que ce soit le yoga, que ce soit la méditation, mais ajoutons-y une petite pointe de jeu, pas J, de jeu J-E, mais J-E-U aussi. Hein, les deux jeux, quoi. Hein. Et puis d'amour en même temps. C'est de l'amour de soi et en même temps, voilà, arrêtons de nous prendre trop au sérieux aussi en même temps. Oui, oui, tout à fait. Alors, par contre, dans le retour à une vie normale, entre guillemets, il y a des étapes. Et ce que tu décris, effectivement, c'est une des étapes, mais ce n'est pas la première. Parce que la première, c'est vraiment récupérer déjà un peu d'énergie, donc du prana. Lorsque la personne retrouve un petit peu d'énergie, se sent un petit peu mieux parce qu'elle a été mise au repos, elle ne travaille plus, elle a été écartée de son milieu professionnel et familial, et ben, il va se sentir déjà un petit peu mieux. Et du coup, si on le laisse faire, il va repartir dans la même situation dans laquelle il était, parce qu'il n'aura pas encore pris suffisamment conscience de cela. Donc, il faut absolument continuer à s'en occuper. Il y a 5 ou 6 étapes hein, avant d'arriver à une situation où il va pouvoir s'autogérer. Il y a d'abord cette prise de conscience que tu disais, dont tu parlais tout à l'heure, mais la prise de conscience, c'est celle de
probablement changer d'activité ou alors trouver des améliorations dans son travail de manière à ne plus retomber dans le même schéma précédent. Une reconversion est souvent très bien parce que la reconversion permet vraiment de faire ce qu'on aime ou d'être dans une forme voilà, où la passion va pouvoir nous guider. Alors que lorsque qu'on est salarié pour une entreprise ou même quand on est à son compte comme artisan, mais qu'on est submergé, qu'on a des tas de pression de la part des clients, des fournisseurs et autres, c'est pas le top. Il vaut mieux trouver d'autres situations professionnelles qui nous amènent à ne plus tomber dans ce schéma-là. Donc ça, c'est une phase importante parce qu'il faut que le burn-outien s'en rende compte et l'accepte. Tant qu'il n'a pas accepté ça, il va replonger dedans, il va retrouver la même situation, la même configuration et finalement, il va avoir un temps où il sera mieux, il va de nouveau revenir, mais peut-être quelques mois après, il va replonger. Et ça, c'est une situation répétitive si à un moment donné, il ne va pas au bout de la transformation. C'est pour ça que je parlais, ça peut durer plusieurs mois, 6 mois, voire un an, jusqu'à ce que cette prise de conscience soit complète. J'ai connu des personnes qui effectivement s'en sont sorties, mais ça n'a pas duré. Pourquoi? Parce qu'elles ont replongé dans leur situation précédente. Donc ça en fait partie, ce que tu disais, effectivement, mais ça plutôt dans un stade ultérieur, lorsqu'ils ont passé les premiers stades, en fait. Parce qu'une fois que ta réserve elle est remontée, ça veut dire que tu vas pouvoir faire 50 km de plus avant d'être de nouveau à plat. Et bien, ça, c'est le piège, en fait. Donc, le réservoir d'essence, il faut qu'il soit plein. Et pour arriver à le remplir, il faut du temps. Et il faut mettre en place tout ce que l'on peut proposer, ce que je disais tout à l'heure. Et encore, il y a plein d'autres activités. Et surtout en phyto, on n'en a pas trop parlé encore. Mais voilà, là aussi, il y a de quoi accompagner pour que les gens se sentent mieux. Je parlais par exemple, à titre d'exemple, l'ashwagandha, par exemple, est un adaptogène très intéressant pour ça, relativement facile à utiliser. Et les études qui ont été faites là-dessus, pour les personnes qui étaient sujettes au burn-out, on s'est rendu compte qu'il y avait des fortes améliorations sur le niveau du stress, sur le niveau intellectuel, etc. Donc voilà, ça c'est un élément intéressant en termes de phyto, quoi. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Oui, il y a les rasayana aussi. Comment? Il y a des rasayana qu'on peut prendre aussi. Oui, oui, mais là encore, le rasayana, ça vient après. C'est pas quelque chose qu'on fait en premier. Non, mais ce que je pense, c'est plutôt en prévention, en fait, aussi. Après, en post-burn-out, effectivement, le rasayana pourrait être là pour justement consolider Ça vient en cette fait par énergie qu'on a, consolider la préservation de cette énergie, quelque part. C'est ça, c'est toujours en fin de parcours. En Panchakarma, on appelle ça le Pachata, donc c'est le Rasayana, la rejuvénation. C'est toutes les pratiques qui vont servir à remonter l'énergie, parce que le Panchakarma, quand tu as fini un Panchakarma, tu es vidé, tu es usé, enfin tu n'es pas usé, mais tu es complètement vidé, tu es à plat, parce qu'on a complètement nettoyé, on a vidé ton corps de toutes les toxines qu'il y avait dedans, mais ça te fatigue énormément. C'est pour ça que je rigole un peu quand on fait les panchakarma en Inde, on part 15 jours et on se garde 8 jours pour faire un peu de shopping après, un peu de tourisme, etc. C'est pas possible, ça. Voilà. Et donc, la troisième partie, on a toujours le Purva Karma, le Panchakarma et le Pachata Karma. Donc ça, c'est là où interviennent les rasayana. Voilà. Et donc c'est pareil, dans le cas du burn-out, c'est toujours en dernière instance que tu vas remonter en fait les réserves de la personne. Ouais, ça me paraît logique. C'est normal. Ok, très bien. Quand je te parlais tout à l'heure de cet espace de jeu qu'il faut mettre en nous, je parlais surtout de mesures préventives. Je ne parlais pas de traitement, mais de mesures préventives pour éviter justement que le burn-out s'installe. Alors en prévention, c'est difficile.
justement. Pourquoi? Parce il est dans la négation, il est dans le déni. Oui, oui, c'est vrai. Il s'en Moi, je rend te pas parle compte. pas tant que la personne, je te parle, avant que la personne ne commence à descendre Mhm. dans ce schéma infernal finalement où elle va tomber et ne pas pouvoir se relever, tu vois? Juste avant qu'elle amorce cette descente. Heu, donc c'est ça que je dis, bah, la grosse préventive, c'est avant qu'elle descende, avant qu'elle tombe là dans le précipice au final. C'est vrai que si on va vers une, comment dirais-je? Une spirale ascendante vertueuse, d'amour, de joie, de plaisir, d'entraide, de solidarité, de douceur, hem, forcément on aura et qu'on consolide ça en fait, cette routine quelque part, sadique, hein, on aura, forcément beaucoup moins d'aptitude à se laisser entraîner vers une spirale infernale. Tu vois? Ah C'est oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais pour ça, il faut que la personne en ait conscience, c'est-à-dire conscience, oui, il faut qu'elle sache déjà ce que c'est, qu'on lui explique ce que c'est le burn-out et qu'elle est dans une situation fragile où elle risque d'aller au fond. Il faut que cette personne l'accepte et dise, OK, tu as raison, donc j'arrête ci, j'arrête ça, et je mets en place des solutions où on va retrouver, comme tu dis, peut-être de la joie, du plaisir, du bonheur, etc. Mais je ne suis pas persuadé qu'ils l'entendent de manière complète. Derrière, son mental déjà a commencé à être perturbé. Il va se dire, bon, je vais faire ça 8 jours pour lui faire plaisir et puis ensuite je recommence. Pourquoi? Parce que mon patron, bah, il m'a demandé de faire tous ces dossiers-là, donc je ramène un peu à la maison pour gagner du temps, que je vais pouvoir passer le week-end avec ma femme, etc., etc. Voilà, il va trouver des solutions pour s'en sortir ou pour faire plaisir, mais j'ai des doutes pour en avoir connu un certain nombre qui ont essayé ça, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. OK. On va peut-être passer maintenant aux questions-réponses, Mhm. si tu veux bien. Donc, j'ai vu qu'il y avait, donc Louise, je crois, qui avait posé une question au départ. Heu, Elle me dit: elle est maman de 2 enfants isolés, et donc elle ne trouve, elle se je me trouve dans un fonctionnement qui ne correspondait plus à mes valeurs. Donc je suppose que Louise, tu peux prendre la parole si tu veux, ce serait bien pour que tu nous expliques ta situation et puis éventuellement poser tes questions si tu le souhaites, ce serait bien. Oui, donc c'est moi, mon burn-out, c'est arrivé en 2018. Donc effectivement, j'étais dans un poste où j'étais propulsée dans un poste qui me correspondait pas du tout à mes valeurs et voilà, je pense que c'est ça, avec la pression, la fatigue, le fait d'être mère seule, même si mes enfants sont grands, mais avec cette challenge et cette pression de dire, bah, il faut que je gagne ma vie, il faut que je paye mes factures. Donc, étant déjà une constitution assez, bah, on s'écoute pas, on va à fond et on s'investit à fond dans tout ce qu'on fait. Et voilà, pareil, ça m'est arrivé un jour d'être au bureau et de ne plus bouger. J'ai fermé mon ordinateur, je sentais plus mes jambes, mais je ne sais pas comment je suis arrivée chez moi à la fin. Et c'est mon médecin qui m'a convaincue de m'arrêter et de prendre une pause. Mais même à ce moment-là, je dis non, mais je ne peux pas parce que si je m'arrête, mon travail va cumuler et je ne vais pas pouvoir prendre la suite. Donc, Mhm. j'ai arrêté une semaine, j'ai repris et hop, 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 hop. Après, maintenant, j'ai été arrêtée pendant 18 mois en arrêt maladie, suivie psychologiquement. On a voulu me mettre sur les antidépresseurs que j'ai refusé tout de suite. J'étais suivie par on va dire un médecin holistique à l'époque. Le yoga m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé justement à prendre du recul et prendre des décisions de dire que non, je ne peux pas retourner dans cet environnement-là. Donc, effectivement, en reconversion.
Mais après, j'ai fait un autre travail il y a très peu de temps, un autre environnement, un changement de travail, prof d'anglais dans un centre pour les enfants, à temps partiel, mais je me voyais encore une fois, malgré un temps de travail réduit, me plonger encore parce que c'est ma constitution, je me mets à fond dans les choses, donc le temps de transport. Et je me dis, mais est-ce qu'un jour, je vais vraiment pouvoir m'écouter et être justement, avoir le douceur avec moi-même et trouver la joie au lieu d'être toujours. Donc, ça, c'est une bataille que je me mène avec moi-même. Voilà. Voilà un petit peu mon histoire. Oui, c'est pas une belle expérience, mais en tout cas, C'est un c'est beau sympa partage. de nous l'avoir partagé, hein. Bon, on retrouve la plupart de ce qu'on a pu exposer, on retrouve dans ton schéma, hein, dans ce qui t'est arrivé, effectivement. Et c'est tout à fait ça. Alors, on n'a pas parlé un peu des éventuels soins qu'on peut apporter. Bien sûr, en médecine conventionnelle, on va proposer des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. Mais ça ne résout pas vraiment le problème parce qu'il n'y a pas forcément la prise de conscience. La preuve, tu n'en as pas pris, mais cela étant, tu as replongé une fois ou deux parce que 8 jours de congé, bah, forcément, ça ne suffit pas. D'où l'accompagnement, hein, et vraiment une déconnexion totale pendant un certain temps, pendant plusieurs mois, pour que cette prise de conscience puisse se faire. En fait, c'est comme un lavage du cerveau, en fait, qu'il faut revivre, une déprogrammation d'un mode de fonctionnement qui était le tien. Donc en Ayurveda, qu'est-ce qu'on propose? Ce qu'on propose essentiellement dans les classiques Panchakarma, hein, mais ça peut se faire sous d'autres formes, c'est le Shirodhara bien sûr, hein, mais sur des séances rapprochées, presque quotidiennes à la limite, hein. Les classiques Abhyanga, mais toujours adaptés bien sûr aux personnes, et avec les huiles également adaptées. La marmathérapie, peut-être d'un grand secours aussi pour ceux qui maîtrisent un petit peu cela. Derrière tout ça, il y a le yoga, bien sûr, la méditation, essayer de libérer toutes ces émotions négatives et qui nous plombent un petit peu. Puisque c'est un problème aussi hormonal qui est en cause, l'idée c'est de stimuler un peu la sérotonine, la dopamine, entre autres. Et donc là, ce sont simplement des infusions, par exemple, qu'on peut proposer, soit de sauge, de tulsi. Voilà, on peut même mélanger les deux. Elles sont relativement efficaces dans ce domaine-là. La rose aussi, c'est pas mal. La rose aussi, même la rose, je dirais presque en huile essentielle, même si en Ayurveda, tout le monde ne s'en sert pas, même si de plus en plus on en trouve quand même. Parce que la rose, elle a la particularité d'avoir plus de l'huile essentielle est composée de plus de 3000 molécules différentes. Et ça, c'est la seule qui en est autant. Et toutes ces molécules ont des spécificités bien particulières, c'est-à-dire l'huile essentielle de rose, elle coûte très cher, hein, ça coûte autour des 70 € les 2 millilitres là. Son spectre est tellement large qu'elle va pouvoir s'occuper de tous les déséquilibres et en tout cas les aider à retrouver une sérénité, tant sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, à travers les angoisses, que sur le plan physique. Voilà, c'est vraiment une rose. Alors, l'huile essentielle, je trouve que l'huile essentielle est quand même vachement très forte en fait, hein. Moi, j'ai du mal à utiliser les huiles essentielles en Ayurveda. Par contre, comme dit Françoise, elle utilise en interne l'hydrolat. Je suis assez d'accord avec elle par rapport à ça. Je suis plus pour utiliser l'hydrolat que l'huile essentielle parce que déjà, c'est hyper concentré et que tout le monde n'a pas cette appréhension de cette concentration, en fait, et donc ne sait pas la posologie, la durée du traitement, etc.
Mais c'est simple, oui, celle de la rose Et en tout puis, cas. et puis chacun va être aussi différent par rapport à l'appréhension aussi de, cette huile, de l'huile essentielle. Oui, oui, bah, tout à fait. Et bon, si on choisit les hydrolats, il faut choisir des hydrolats un peu plus concentrés que l'eau florale. Donc, un intermédiaire, donc une eau florale buvable, donc, parce qu'en voie interne, elle aura beaucoup plus d'efficacité, de fait qu'elle soit un peu plus concentrée que la simple eau florale. Donc, les hydrolats, à ce moment-là, peuvent être intéressants. Mais pour ce qui est de l'huile essentielle, c'est une goutte maximum par jour. Et dans un temps très court, il n'y a pas vraiment de contre-indication pour elle, mais surtout elle est efficace et rapide et facile d'utilisation. Hein, son prix, bien sûr, il est un peu rédhibitoire, mais ce qui est certain, c'est que le fait de sa concentration, elle va agir très rapidement. Voilà. Très bien. Il y a d'autres Alors, alternatives. j'ai vu qu'il y a Christelle qui donc, a raconté un petit peu un moment de sa vie. Donc, elle dit, alors, moi, à un moment, je suis en formation à distance. J'ai 2 filles et on vit avec le père, donc tous les 4. À un moment, je n'ai aucun soutien de mon conjoint, donc je gère les filles, nos animaux, ma formation et ma vie quotidienne. Et je pète les plombs, car marre de tout porter toute seule, et je sentais que j'avais besoin de faire une rupture avec ma vie familiale, quotidienne, etc. Est-ce que c'est ça, un burn-out? Je n'en suis pas certain, hein. Je ne crois pas vraiment, puisqu'elle en a conscience, Bon, puisque c'est un ras-le-bol, c'est un bore-out, moi je dirais plutôt. oui, voilà, c'est ça, ça peut être ça, effectivement. Euh, Maintenant, l'idée, c'est quand même de passer à l'acte, parce que tant qu'elle reste dans cette situation, elle ne pourra pas s'en sortir. Et à un moment donné, ça va craquer et ça peut aller plus loin. Si elle n'a pas le soutien, bien sûr, si elle est tout seule à gérer tout ça, c'est énorme, un poids sur les épaules qui peut engendrer des conséquences, hein, ne serait-ce que sur elle-même d'abord, mais ensuite sur tout son entourage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir ce soir? Donc, je vois, il y a Karine qui est là, il y a Léa. Christelle, si tu veux intervenir à nouveau, tu peux. Hein. Elisabeth, bah tiens, Françoise, vas-y. Alors, merci Jacques, c'était très intéressant. Bon, les doshas, on est passé un peu vite, mais c'est pas grave. Moi, je voulais juste dire, parce que comme je suis aussi, bon, je suis praticienne en Ayurveda pour ceux qui me connaissent, mais j'ai aussi la casquette de psychologue clinicienne. Donc, c'est sûr que je vois beaucoup de dépression et de burn-out, mais ça m'intéressait beaucoup d'écouter la perspective ayurvédique. Moi, je rejoins complètement ce que tu as dit, Chantal. Je voulais vraiment insister sur ce point. Dans ma pratique, ce que je vois, c'est l'aspect de la joie. Parce que j'ai des patients, ils peuvent travailler 70, 80 heures par semaine, dormir 2 heures par nuit. S'ils sont heureux dans ce qu'ils font et s'ils ont de la joie, ils ne vont jamais faire un burn-out. Ils vont être épuisés physiquement, si on veut, ils auront besoin de vacances. Je ne sais pas, Jacques, si tu vas être d'accord avec moi, mais ce moteur de la joie, je trouve que dans le burn-out, il est extrêmement important. Ce n'est pas la charge de travail uniquement comme décrit Christelle. Là, il y a d'autres problèmes aussi familiaux à régler, mais c'est vraiment ce côté de la joie. Et ce que je voulais donner comme témoignage, en fait, puisque j'ai passé beaucoup d'années en Inde à accompagner au centre les patients, à traduire aussi les consultations au début. Moi, je devais expliquer aux médecins indiens ayurvédiques en Inde ce que c'est un burn-out, parce que honnêtement, le burn-out, c'est pas un concept indien. D'ailleurs, quand on étudie l'Ayurveda en Inde, dans le cursus, moi, pendant 5 ans, on m'a pas enseigné le burn-out parce que 80% sont CAFA, hein, donc c'est plus voilà. rare chez eux. Et donc, en fait, quand les patients ils arrivaient en consultation et qu'ils me disaient tu dis au médecin que j'ai un burn-out, je devais trouver des mots pour expliquer de quoi souffrait la personne, pour expliquer que culturellement, en fait, je rejoins tout ce que tu as dit, cette espèce de pression, ce manque de tout ce qu'on a en Inde, en fait, qu'on n'a pas chez nous, qui est difficile à décrire. Voilà, ça c'était ce que je voulais dire. Et puis, il y a une dernière chose aussi qui rejoint ce que tu as dit et ce que disait Louise, que je connais par ailleurs et que j'ai vu avec beaucoup de patients. J'ai une amie à moi, elle est venue faire un panchakarma chez nous en Inde pour un burn-out. Alors, effectivement, elle est rentrée, elle allait bien.
Mais moi, je l'ai vu repartir dans les mêmes schémas malgré tout. Et parce que, en fait, la faille, c'est pour ça que la double casquette est intéressante avec la psychothérapie, parce que si la faille émotionnelle qui sous-tend les mécanismes, et peut-être Louise, ça t'éclairera, elle n'est pas réglée, si la personne n'a pas compris en profondeur pourquoi elle doit tout le temps se dépasser, pourquoi elle ne met pas de limite, pourquoi elle doit plaire à son employeur, à son mari, à je ne sais qui, souvent c'est lié à un besoin de reconnaissance, plein de choses qui datent peut-être de la petite enfance, ben en fait, je suis d'accord avec toi, Jacques, elle va retomber encore et tout le temps dans le mécanisme. Elle peut faire 2, 3, 4 burn-out tant que. Et donc, je pense que dans notre pratique en Ayurveda, même si certains d'entre vous ne sont pas psychologues à côté, je crois qu'il y a toute la partie qu'on appelle le counseling en Ayurveda, en fait, qui consiste à écouter vraiment le patient. C'est une forme de psychothérapie qu'on fait aussi en Ayurveda. On ne fait pas que donner des plantes. Vous le savez comme moi, quand on a toute cette écoute et puis ce conseil de comment apprendre à gérer sa vie selon le mode ayurvédique qui peut être amené à voir où sont les failles que la personne n'a pas compris et qu'elle retombe tout le temps dans le même… voilà, c'était ça un petit peu que je voulais exprimer parce que je l'ai vu plusieurs fois, comme tu l'as dit, Jacques, on peut faire 4-5 burn-out à la suite. Hein. Enfin, à la suite. En tout cas, si on n'a pas compris les mécanismes, en fait. C'est ça, tu es d'accord avec moi, Jacques, peut-être, ouais. Ah oui, oui, absolument, je te rejoins. Et juste rapidement, avant de laisser la parole à Bertrand Canac, tu parlais de la joie, effectivement, elle est importante, et Chantal, tu as raison aussi, mais ça ne fonctionne que chez les gens, les personnes de type Pitta par exemple, ou d'autres, qui ont la joie naturelle, qui travaillent dans la joie, même si c'est pour être fatigué physiquement, mais dans leur tête, ils vivent dans la joie et dans le bonheur. Mais ça, c'est inné, c'est-à-dire ils sont comme ça. Hein, et eux, effectivement, ils ne vont pas tomber dans le burn-out, mais ce n'est pas la majorité. Hein. D'ailleurs, on pourrait se poser la question pourquoi les Indiens ne font pas de burn-out, en fait. Hein. Oui. C'est une très bonne question. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui suivent le Yotish aussi, parce que dans le Yotish, il y a la position des planètes qui influence aussi beaucoup les personnes. Et donc, du coup, on peut voir aussi les personnes qui peuvent être sujets à faire des burn-out plus que d'autres. Hein. Donc, c'est intéressant. Moi, je me suis aussi posé la question, et je la partage avec vous, est-ce qu'ils ont la possibilité de faire un burn-out? Parce que quand on sait qu'en Inde, on se lève le matin pour aller bosser, parfois faire 2 heures de marche à pied pour nourrir sa famille, je suis pas sûre qu'on a la possibilité, qu'on n'a pas d'aide sociale, etc., etc. Est-ce qu'on a vraiment la possibilité de faire un burn-out? Je suis pas sûre, moi non plus. Il y a la question de la nature, il y a la question de passer par le temple, faire ses pujas et ses prières en allant travailler, mais est-ce que vraiment on a la possibilité de faire un burn-out? Je ne sais pas. Je pense que franchement, le burn-out, c'est une maladie très occidentale. Hein. Voilà, exactement, pour plein de raisons. Ouais. On va laisser la parole à Bertrand, là, parce qu'il attend depuis un petit moment. C'est ce que j'allais dire. Bonjour, bonsoir, et on apprend plein de choses, c'est super. Oui, en entendant tout ça, je me disais, pour moi, un burn-out, c'est pas Vata et c'est pas Kapha. Parce que le Vata, il n'a pas tellement d'énergie, il se fatigue, il refait la batterie, il se fatigue, il se recharge la batterie. Le Kapha, il va plus vers la dépression, il a de l'énergie, il a de la corpulence, il a des ressources. Mais le Pitta, donc, il monte très haut, et pouf, ça s'écroule. Et donc, c'est principalement Pitta, et c'est principalement pour moi, comme on mentionnait plusieurs personnes, notamment Chantal beaucoup et je me souviens plus les noms. Françoise, c'est Sadaka Pitta. Et Sadaka Pitta, c'est donc le Pitta du cœur et c'est la satisfaction, le bonheur, comme tu disais, Chantal. Et une autre chose, c'est le but de la vie. Et je pense que c'est souvent des personnes qui ont perdu le but de la vie et qui comblent par le travail, qui font une boulimie de travail pour cacher que leur vie est vide. Et donc, une fois qu'ils ont compris ça, c'est tout gagné. Et donc, quand tu disais le jeu, qui est très important, la joie, il y a peut-être une chose qui explique qu'en Inde, ça arrive moins ou pas du tout, c'est le fait qu'il y ait les familles et qu'il y ait des enfants. Et quelqu'un qui a une tendance au burn-out, peut-être un grand conseil, c'est qu'il soit avec des enfants. Et donc, il perd son sérieux et voilà, ça le comble, ça remplit au niveau du cœur.
Voilà ce qui me semblait important. Alors, et pour te Une autre chose, oui, répondre… moi j'ai eu l'expérience, pardon, mon Non, premier vas-y. boulot, c'est d'enseigner la méditation transcendantale. Et là, j'ai eu l'expérience souvent, les gens, ils vont profondément en eux-mêmes, ils sont détendus, il n'y a plus de burn-out. Ils ont trouvé quelque chose en eux-mêmes, ils ont trouvé le sens de la vie qui était en eux-mêmes. Et donc, il y a plus d'équilibre dans la vie professionnelle. Pour te Voilà. répondre là-dessus, parce que c'est intéressant, Merci effectivement, à le tous. sens de la vie. Mais je pense que chez nous, dans le monde occidental, le sens de la vie, il est un petit peu faussé parce qu'il est basé essentiellement sur le matérialisme. Beaucoup plus que dans le sens qu'on peut trouver, par exemple, en Inde. Et là, je te rejoins aussi, Françoise, quand on se pose la question pourquoi il y en a moins là-bas, parce qu'ils sont moins attachés aux choses, au matérialisme, aux objets, à la belle voiture, à la belle maison, au m'as-tu vu, au beau costard, etc. Et c'est ça qui perturbe, qui dénature un peu tout ce que tu évoques, Bertrand, justement, le sens de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour autre chose, pour se donner la motivation, pour l'amour, pour le jeu sous toutes ses formes, pour le don. Tout ça n'a plus de place, puisque ce qui compte, c'est le concret, c'est l'objet, c'est ce qui brille, ce qui clinque. Voilà, ça c'est un peu l'Occident, c'est une des grandes différences avec peut-être l'Inde. Ok. Oui, c'est vrai que la valeur spirituelle qui est partout présente en Inde, chez nous, il n'y en a plus beaucoup, donc c'est certainement un point. C'est vrai. D'autres questions peut-être? Ou des réflexions? Alors Chantal, je te laisse peut-être On va finir là-dessus, je pense. conclure. Je vous remercie à tous d'avoir pu participer à ce live ce soir. Merci beaucoup à toi, Jacques, de nous avoir partagé toutes tes connaissances. Et ainsi qu'à toi, Françoise et Bertrand, à vous deux, d'avoir partagé aussi vos connaissances en tant que praticien et thérapeute en Ayurveda et surtout psychologue, Françoise. À Louise pour ton partage ainsi qu'à toi, Christelle. Voilà, écoutez, je vous souhaite la bienvenue au prochain live qui se fera la semaine prochaine sur la fibromyalgie. Pareil avec Jacques. Voilà, donc même jour, même heure. Et je vous souhaite nombreux, donc n'hésitez pas à partager comment dirais-je, le live quand il passera sur Facebook avec le lien Zoom afin qu'il y ait autant de monde, voire sinon plus, au prochain live. Je vous remercie à tous et puis n'hésitez pas à partager aussi le lien de la vidéo que je ferai à la suite de ce live. À bientôt. Et au revoir tout le monde. Merci Chantal, merci Jacques, bonsoir. 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 Merci à vous.